Bon, eh bien, je crois que nous avons déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Merci encore une fois à tous de participer à ce webinaire qui est en fait un webinaire conjoint entre Stamus Networks et Netmetrics. Je suis Olivier Vaugrenard, cofondateur et CEO de Netmetrics France. Et aujourd'hui, je serai accompagné d'Éric Leblond et Youssef Agarmin, qui sont de Stamus Networks. Alors, Éric est l'un des cofondateurs et CTO de Stamus, et Youssef est l'ingénieur avant-vente Europe de Stamus Networks. Alors, petite précision, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à laisser vos questions sur la partie Q et R, donc questions et réponses. Il y a un chat spécifique prévu à cet effet, et on adressera l'ensemble des réponses à la fin du webinaire. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, alors je vais passer trois petites minutes pour vous expliquer qui est Netmetrics pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, alors, Netmetrics, en fait, est un intégrateur à valeur ajoutée spécialisé dans l'observabilité, et nous fournissons en fait des solutions et des services pour détecter de façon proactive les problèmes de performance et de cybersécurité du système d'information de nos clients. Donc, on a une présence européenne, donc bien sûr en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Alors, notre écosystème est un écosystème assez large, vous l'avez compris. Enfin, il y a deux pôles majeurs. Donc, la performance du SI, donc avec des solutions qui vont permettre d'analyser l'expérience des utilisateurs, et également si cette expérience est dégradée ou mauvaise, il faut bien savoir d'où vient le problème. Donc, est-ce que c'est le PC de l'utilisateur? Est-ce que c'est le réseau qui pose problème, la partie serveur ou application par elle-même? Donc ça, c'est un des volets de nos solutions et services, et nous adressons également tout un tas de thématiques côté cybersécurité qui vont de la sensibilisation au risque cyber, en passant par l'évaluation de la posture cyber interne et externe d'une entreprise, ainsi que de ses tiers, si nécessaire. On a des solutions pour la sécurité et la conformité du cloud, des applications web et API. Et nous proposons également des solutions pour les réseaux industriels pour analyser et détecter les attaques sur ces réseaux industriels ou également IoT. Et on va terminer également par la solution de type NDR, Network Detection and Response. Et vous l'avez compris, en fait, nous travaillons avec la société Stamus, qui possède une solution de type NDR, donc qui veut dire, Network Detection and Response. En fait, ce type de solution va compléter le dispositif existant, à savoir SIEM et EDR, en allant analyser les menaces à partir du trafic réseau. Et l'un des points importants de la solution Stamus Network, c'est de combiner plusieurs techniques, donc aussi bien l'analyse protocolaire, les signatures et également le machine learning. Et la combinaison de ces trois techniques va en fait nous permettre de maximiser la détection des menaces. On ne va pas se focaliser uniquement sur le machine learning ou que sur les signatures ou que sur l'analyse protocolaire. On va vraiment combiner ces trois techniques pour maximiser, encore une fois, la détection des menaces. L'un des points forts de la solution, c'est un déploiement on-prem et cloud. Donc, on-prem, pour certains clients, c'est critique. La solution Stamus fournit également, et ça c'est très important, des métriques de déclaration de compromission, ce qui permet aux analystes en fait de se focaliser sur les menaces avérées et de mettre de côté tous les faux positifs. Donc ça c'est un point clé pour les équipes SOC. La solution est conforme à la loi de programmation militaire, mais également aux recommandations de l'ENSI pour tout ce qui concerne la conservation des données.
Et petit point important, c'est que l'équipe de développeurs Stamus est une équipe européenne avec un pôle important également de développeurs en France. Alors, en tant qu'intégrateur, Netmetrics se doit de proposer un écosystème autour de la solution Stamus Networks. Donc, comme je vous le disais, les sondes Stamus vont récupérer les paquets du réseau pour analyser et détecter les attaques. Et ça va se faire à travers une infrastructure de collecte qui vont être des TAP et des Network Packet Brokers. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, sur les réseaux d'entreprise, enfin une partie du trafic des réseaux d'entreprise sont encryptés. Et afin de maximiser la détection côté Stamus, on va être capable de fournir une solution qui va déchiffrer les trafics de type SSL v3 ou TLS 5.3 pour, encore une fois, maximiser les détections d'attaques. Et au-dessus de tout ça, au-dessus du SIEM, au-dessus des solutions de type NDR et EDR, les clients ont besoin d'automatiser tout un tas de processus de sécurité et nous proposons en fait une solution qui permet de construire ce que l'on appelle les scénarios d'automatisation. Et ça, on va le faire à travers une interface on-machine très intuitive et que l'on appelle low code, pas no code, parce que il y a on va dire 90% des scénarios d'automatisation peuvent se faire sur et à travers l'interface on-machine qui est très intuitive. Et il reste que quelques pourcents pour des scénarios très spécifiques où effectivement on va être capable de générer du code, enfin de générer du code pour faire ces scénarios de sécurité. Et la solution, cette solution est également déployable en mode on-prem et cloud. Donc, je vais laisser la main à Eric Leblond, qui est encore une fois le CTO et un des fondateurs de Stamus Network et qui est français. Voilà, Eric, la balle est dans ton camp. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Si tu peux passer au slide suivant, Olivier, comme c'est toi qui présente. Ok, super. Et encore, suivant. Ok. Donc, Stamus Networks, on est une société qui a été créée en 2014. On est une équipe qui est répartie en Europe et aux États-Unis, avec un headquarter aux États-Unis et en France. Donc, on a été reconnu par le Gartner dans le guide 2022. Et on a comme client, next s'il te plaît, on a comme client principalement des grands comptes avec une assez grande variété de secteurs qui vont de cercles gouvernementaux aux banques centrales, voire des organisations financières ou des organisations internationales. Ce qui nous permet d'avoir en fait une connaissance et une expertise depuis toutes les années dont on a créé la société sur des grands comptes avec des problématiques de sécurité, des équipes très performantes qui souvent d'ailleurs en étant CTO nous poussent un peu dans nos retranchements à nous demander des nouvelles capacités qui sont utiles pour eux et ça c'est ce qu'on aime chez Stamus, c'est rendre des services à nos clients avec un produit qu'on a construit en interaction avec nos clients grands comptes et nos clients de manière plus générique. Donc, la création de Stamus Network, ça a été effectuée en 2014 par Peter Manef et moi-même. Non, tu peux changer, Olivier. En fait, l'équipe, on s'est rencontré avec Peter à l'OISF, qui est la fondation qui dirige le développement de Suricata. Donc, Suricata, qu'est-ce que c'est? C'est à l'heure actuelle l'outil d'analyse réseau leader en entreprise. Il n'y a pas de grandes entreprises américaines, il n'y a pas de grands comptes qui n'utilisent pas Suricata. Et donc avec Peter, on travaille depuis 2009 dans l'équipe de Suricata au niveau du développement et au niveau de l'évangélisation autour de Suricata, c'est-à-dire qu'on donne des formations, des choses comme ça.
Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Stamus, c'est à dire on connaît Suricata, on voit pas beaucoup de bonnes utilisations de Suricata par rapport au potentiel qu'on a. Et donc on a aidé Suricata à évoluer et on a fait évoluer notre produit autour de Suricata en apportant les couches qui vont rendre le produit intéressant pour les entreprises. Et donc, lorsqu'on s'est élargi aux États-Unis, on a aussi fait venir des gens qui étaient des cadres de Emerging Thread, qui était une société qui développait des threats Intel pour Suricata. Donc, on a vraiment un écosystème qui est tourné autour de Suricata, une très grosse expérience là-dessus. Stamus Security Platform, donc c'est la solution de type NDR qu'on propose. On va combiner, comme l'a très bien expliqué Olivier, tout un ensemble de technologies parce que ce qu'on pense, c'est que c'est en étant orienté solution, orienté détection qu'on va pouvoir fournir le meilleur. C'est-à-dire que juste prêcher dans une seule église, comme l'église du machine learning, ça va pas être suffisant. Il faut être un peu agnostique et utiliser toutes les techniques pour résoudre la plupart des problèmes qu'on a et qu'on rencontre au niveau de la détection des menaces sur le réseau. Au niveau de Suricata, enfin, on a un très gros soutien de la communauté. On a énormément de contributions qui ont été faites par l'équipe sur le code même de Suricata. On a Selx, une distribution open source qui va vous permettre de tester un IDS, Network Security Monitoring, basé sur Suricata. Et on a tout plein d'autres outils qui ont été développés, comme une application Splunk, de manière à pouvoir intégrer et Suricata et les sons de Stamus, et la solution Stamus sur Splunk. Et puis d'autres choses qui vont permettre d'augmenter l'expérience Suricata comme un éditeur de signature Suricata qui va permettre de bien voir de bien vous aider lorsque jamais vous décidez d'écrire vos propres signatures. Donc, ce qu'on va faire sur le point fort en fait de Stamus Security Platform, c'est qu'on va combiner en fait 3 solutions en une, à savoir la détection d'intrusion, où en fait on a des signatures qui vont déclencher des événements. Mais si on se contente de juste déclencher les événements et de pas fournir de couches au-dessus pour faire du triage, du filtrage et donner suffisamment d'explications sur les événements pour qu'ils soient quasiment autosuffisants et qu'on puisse comprendre ce qui se passe, à ce moment-là, on va juste vous fournir un arbre de Noël, et ça, c'est pas ce qu'on veut faire chez Stamus Network. Et donc, on a développé depuis des années tout un système qui va vous permettre de limiter le bruit sur les alertes IDS. En même temps, on va aussi fournir toute une couche de Network Security Monitoring, donc une journalisation des transactions protocolaires, donc toutes les requêtes DNS, HTTP qu'on voit passer sur le réseau, on va être capable de les stocker. Donc là, ça va vous donner une vision globale en fait de ce qui se peut passer, sur lequel vous pouvez vous-même ou votre SOC construire de la détection au-dessus de ces informations-là, puisque vous avez toutes les infos qui sont générées. Ça, en fait, on va ensuite utiliser toutes ces données, notamment pour vous fournir notre propre version de ce qu'on peut faire avec ces données, qui est la partie Network Detection and Response de Stamus Security Platform, où on va avoir la détection d'anomalies, de la réponse automatisée, de la priorisation des événements, et ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de concis et d'efficace pour commencer à regarder les données et être prévenu de ce qui est critique sur le réseau. Et donc, dans Stamus Security Platform, on intègre ces 3 composants en un seul composant, ce qui va vous permettre d'avoir une seule solution à déployer et de ne pas multiplier les interfaces et aussi les fournisseurs. Au niveau du déploiement de Stamus Security Platform, on a un déploiement qui est distribué, puisqu'on a un serveur central qu'on peut déployer dans le cloud ou sur site, en machine virtuelle ou en machine physique. On a des appliances physiques qui sont disponibles, vous pouvez l'installer sur votre propre matériel. Et ce Stamus Central Server va commander tout un ensemble de sondes Stamus, qui peuvent être soit des sondes installées sur un siège social, soit des sondes en VM ou en physique dans un data center, ou même déployées dans le cloud. Donc, on a des clients qui ont des infrastructures complètement hybrides, avec des sondes dans le cloud, des sondes physiques, et tout ça est géré par un seul Stamus Central Server. Et donc les sondes, à l'heure actuelle, travaillent d'entre 40 à 100 mégabits.
40 gigabits, pardon, à 100 mégabits. Si je mets pas l'unité, ça va être compliqué. On est en train de travailler sur le 100 gigabits. L'intégration se fait facilement à partir des données concentrées par le Stamus Central Server, qui va pouvoir interagir avec toutes les solutions de type SIEM, EDR, XDR ou SOAR. Tout ça grâce à une API REST notamment, donc sur lequel on va pouvoir interroger les fonctionnalités du Stamus Central Server ou contrôler les différents composants. Et voilà pour cette partie-là. Donc, quels sont les avantages de Stamus Security Platform? On a un point qui est assez important pour pas mal de gens, qui est la partie analyse centralisée dans le cloud ou en local. Donc, on peut être déployé dans votre cloud, mais on n'est pas une solution en mode SaaS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos données dans notre cloud. Vos données restent chez vous. De plus, la solution a été conçue pour pouvoir fonctionner parfaitement dans les environnements déconnectés. Donc, si vous avez un manager et des sondes que vous voulez déployer sans qu'ils aient accès à Internet, c'est possible et ils fonctionneront de manière nominale. Il n'y a pas de dégradation de service lorsque l'accès à Internet n'est pas possible. Bien sûr, faut prévoir une manière de faire passer des mises à jour avec un proxy ou quelque chose comme ça, mais ça fonctionne très bien en termes de détection, il n'y a aucun souci. On a la capacité de combiner en fait des sondes Stamus et des suricata potentiellement existants. Suricata étant open source, vous pouvez l'avoir déployé sur votre réseau. La question que vous avez à ce moment-là, c'est comment travailler avec les données générées par le suricata. Et ça, donc vous pouvez connecter un suricata à Stamus Security Platform et on va pouvoir le manager, gérer les événements, enrichir les événements. Donc ça peut être intéressant aussi. On va offrir en fait une très bonne visibilité sur les menaces et les activités. Comme l'a mentionné Olivier tout à l'heure, on a la partie déclaration de compromission qui va vous permettre de voir les menaces imminentes. Et ensuite, on a tout un système qui va vous permettre d'escalader les informations qu'on a dans les différentes couches vers cette couche de déclaration de compromission pour que vos analyses de haut niveau puissent créer des alertes. Et puis surtout, pour que les analystes ne fassent qu'une seule fois le travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un mode sissif sur le produit. Lorsque vous faites une analyse, vous pouvez stocker cette analyse et la faire appliquer sur l'intégralité des événements qui vont ensuite passer, ce qui va vous permettre de ne pas refaire l'analyse, tout sera réappliqué, la classification sera refaite, l'escalade sera refaite aussi, si vous voulez escalader vers la déclaration de compromission. Et ça permet de vraiment bien avancer. La solution est complètement ouverte, tant au niveau des entrées, c'est-à-dire qu'on peut injecter des sources de threat intelligence personnalisées ou fournies par d'autres éditeurs, et on peut aussi interagir avec les autres composants de la stack de sécurité avec l'API REST, l'export des données qui sont toutes au format JSON, donc c'est un format très interopérable. Et tant que j'en suis à parler de ce format JSON, l'intérêt de ce format JSON, c'est qu'on va pouvoir intégrer des tonnes de preuves détaillées au niveau des événements et fournir ainsi du contexte aux analystes. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste avoir « attention, on a détecté quelque chose de pas bien ». C'est quoi, monsieur le client? C'est quoi, monsieur la solution? Je sais pas. Là, on va vraiment avoir quelque chose avec toutes les explications, toutes les transactions protocolaires aussi, on est capable de les regarder, qui sont liées à un événement. Et donc, comme ça, on va avoir une bonne perception de ce qui se passe sur le réseau, ce que vous montrera Youssef au niveau des démos. Donc, on va pouvoir, avec le système, couvrir énormément de types de détection. Donc, on a la première couche de détection sur la partie compromission qui va vous permettre de détecter toutes les grandes familles en fait de malware et de menaces qu'on voit passer sur le réseau, sachant que ce qu'on voit passer sur le réseau, c'est quasiment tout, puisque la plupart du temps, les attaques, même par exemple si on prend un ransomware, vont avoir besoin de se connecter à l'extérieur pour faire de la propagation, et donc on va les attraper, on va les détecter à ce moment-là et vous remonter l'information avant qu'il soit trop tard. Donc ça, c'est vraiment la logique. Les assaillants sont toujours obligés de sortir sur le réseau et c'est à ce moment-là qu'on les attrape. On a une partie threat hunting guidée
qui va vous permettre d'explorer vos données, d'analyser les données et de déclencher des explorations et des chasses en fait aux menaces avec une interface qui est complètement intuitive on va fournir le maximum d'évidence, donc les événements de type alerte sur la partie IDS, les transactions protocolaires, les fichiers extraits, si vous voulez extraire des fichiers pour ensuite les analyser, c'est possible. On a aussi la capture PCAP en mode conditionnel, à savoir qu'on va stocker les informations. On va pas faire du full packet capture qui va nécessiter des terabytes de stockage par jour, mais on va juste stocker ce qui est sur les flows, la trace des flows sur lesquels on a eu des alertes, ce qui permet vraiment de limiter la quantité de stockage nécessaire et de fournir les évidences, puisqu'on peut extraire le PCAP avec un simple clic dans l'interface. On a aussi une vision par asset avec ce qu'on appelle Host Insight, qui va vous permettre de traquer, de suivre tout ce qui se passe sur une adresse IP au fil du temps, et donc d'avoir comme ça une timeline et une vision sur ce qu'est une machine, ce qu'elle fonctionne, quels sont ses services, quel est son type, est-ce que c'est un Active Directory par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dynamiquement sur le réseau sans avoir besoin de faire appel à un système d'inventaire. Et au niveau de la partie réponse automatisée, on va utiliser des webhooks, l'API REST pour interopérer avec des solutions de type SOAR et comme ça s'intégrer dans la stack et fournir des informations directement utilisables pour la réponse sur incident à nos clients. Je passe la main à Youssef pour la démonstration. Super, merci beaucoup Eric. Alors je vais commencer déjà par partager mon écran et vous me dites juste si vous voyez bien mon écran. Alors merci Olivier et Eric pour cette très bonne introduction. Donc je me présente à mon tour. Donc je suis Youssef Agarmin, donc je travaille en tant qu'avant-vente chez Stamus Network. Et pour vous faire la présentation de cette interface, de la solution, je vais utiliser un workflow qui est vraiment apprécié par nos clients, que je vais décrire par la suite. Mais la première chose par laquelle je vais commencer, c'est déjà avant tout de parler de la partie Operational Console, qui est vraiment la première chose qu'on va commencer par regarder. Au niveau des indicateurs clés, on va retrouver cette notion de bande passante, en fait, du trafic que nous avons analysé au travers de sondes physiques, au travers des sondes virtuelles. Et donc, que ce soit du nord-sud ou du est-ouest trafic, on va être capable de l'analyser. Donc, dans la démo ici, on a analysé à peu près 2 gigabits. Et sur ces 2 gigabits-là, eh bien, on a récupéré environ 2 millions d'événements. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un événement? Ça peut être tout type d'informations. Et dans ces événements-là, on a aussi ce qu'on appelle les métadatas. Et c'est là où on fait référence à toute la partie NDR, Network Detection and Response. C'est le fait d'être capable de traiter ces métadatas, de les analyser. Alors, pour vous donner une indication à quoi ressemblent ces métadatas, j'ai ouvert quelques onglets ici que j'avais déjà préparés avant le meeting. Donc là, par exemple, vous retrouvez, et ça reste bien évidemment un exemple, vous retrouvez l'ensemble des protocoles qui ont été détectés. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être capable de voir qu'on va décortiquer par exemple le protocole SMB, qu'on va décortiquer le protocole HTTP, qu'on va décortiquer l'ensemble des protocoles qui sont reconnus par la solution. Donc là, ça reste bien évidemment juste un échantillon. Et une fois qu'on va décortiquer en fait ces protocoles-là, on va récupérer en fait tout ce qui est à l'intérieur de ces protocoles. Et c'est ce qu'on va appeler les métadatas. Donc ces types de protocoles-là, ces types de remontées-là font partie bien évidemment des métadatas. Mais ça me permet également aussi de vous montrer la richesse et le fait d'être capable derrière de voir tout ce qui se passe au niveau du réseau. Donc on va donner énormément de visibilité. Donc là, je vous ai montré un petit peu tout ce qui était protocolaire. Vous allez retrouver également tout ce qui est, bien évidemment, tout ce qui est fichier. Et là, c'est particulièrement intéressant quand vous regardez par exemple le protocole SMB, on a vraiment envie de savoir quels sont les fichiers qui sont échangés, est-ce qu'il n'y a pas des malwares, etc. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a été détecté sur cet environnement de démo. Donc on va retrouver vraiment différents types de fichiers qui circulent au sein de l'infra de démo. Donc que ce soit
encore une fois sur le trafic nord-sud ou est-ouest. Donc là, voilà, on a encore aussi que j'ai mis et qui est vraiment intéressant, c'est la partie DNS, puisqu'on va analyser aussi tout le trafic DNS. On va regarder éventuellement s'il y a du tunneling, on va regarder vers où vous communiquez, vers où communiquent les différentes machines. On va regarder également s'il n'y a pas des choses malicieuses au travers de ces requêtes DNS là. Et notamment la partie zombie par exemple est très intéressante, notamment au niveau de lorsqu'on fait l'analyse des DNS. Donc là, ça reste quelques exemples, mais c'est important que vous puissiez avoir une visibilité de ce qu'on appelle en fait ces events. Une fois donc on a regardé le trafic global qu'on analyse et qu'on a extrait les métadatas qui nous intéressent, ensuite nous avons fait des détections qui se font de manière automatique. Donc ça c'est intéressant parce que ce qu'on peut regarder c'est qu'on a à peu près, on a plus de 1000 alertes qui ont été générées, donc il y a des alertes de type uniquement informationnel, il y a différents types d'alertes. Bien évidemment toutes ces alertes et tout ce qu'on a pu voir sur le réseau n'est pas forcément bien évidemment malicieux, mais par contre c'est là où la solution Stamus est intéressante puisqu'en fait on va avoir cette notion de déclaration de compromission. Et cette notion de déclaration de compromission permet de vous dire, eh bien ici, dans mon cas, eh bien j'ai cette déclaration de compromission, c'est-à-dire que j'ai des choses qui se passent qui sont réellement avérées. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment de la propriété intellectuelle de Stamus. Et ça nous permet de savoir également, parmi les 7 déclarations de compromission, combien d'assets ont été impactés. D'accord ? Et puis, parmi ces déclarations de compromission, on a aussi 6 menaces. Alors pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est qu'une déclaration de compromission, donc si on regarde ici ce schéma qui est détaillé ici, on voit que nous avons systématiquement 2 composantes lorsqu'on va parler d'une déclaration de compromission. La première chose, ça va être ici l'asset qui va être combiné avec une menace, Eternal Blue ici dans mon cas. Donc cette combinaison-là fait que nous avons une déclaration de compromission là. On va retrouver une deuxième déclaration de compromission là, une troisième et une quatrième puisque nous avons Trickbot qui est combiné en fait à ces 2 machines-là. Et on va retrouver une 5e compromission, une 6e et enfin une 7e déclaration de compromission. Donc là, ça permet rapidement de comprendre que parmi ces 7 déclarations de compromission, elles impactent 2 machines. Voici les 2 machines qui sont visibles ici. Et parmi ces déclarations de compromission, eh bien, on a 6 active threats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un threat ? Eh bien, ici, c'est Eternal Blue, c'est PowerShell Empire, c'est Trickbot, etc. Donc, ça permet à nos clients et à nos partenaires de suite comprendre où est-ce qu'ils doivent investiguer, où est-ce qu'ils doivent regarder, et surtout leur dire que parmi l'ensemble du trafic, eh bien, vous avez ici cette notion de déclaration de compromission qui vous permet vraiment de gagner du temps et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe sur votre réseau. Ensuite, pour permettre de savoir en termes d'attaque et en termes de kill chain où est-ce que nous en sommes, eh bien là vous voyez que ces 2 impacts, ces 2 assets qui sont impactés ici, ces 2 actifs qui sont impactés, sont sur la dernière phase d'action et d'objectif. Donc ce qui veut dire qu'ils sont vraiment dans un stade qui est très avancé. Alors, bien évidemment, ils sont passés par d'autres stades au préalable qu'on pourra voir aussi, que je vous montrerai les différentes étapes qui ont été traversées. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est le fait de voir qu'effectivement les attaquants viennent majoritairement, ici on peut remarquer de la Russie et également aussi des US. Donc c'est là vraiment la première chose par laquelle on commence. Et lorsqu'on voit qu'on a cette déclaration de compromission et 2 impacts d'assets, la question qui se pose c'est quels sont ces impacts, quels sont ces assets-là et quelles sont les évidences qui font que ces 2 assets-là ont été détectés. Donc pour ça, on va cliquer sur Impacted Asset. Et à ce niveau-là, eh bien, on retrouve nos 2 machines. Ce qui est intéressant, la première chose qu'on remarque, c'est les rôles. Donc on a des rôles qui sont automatiquement détectés uniquement par la détection de ce qui se passe au niveau du réseau. On n'a pas d'agent sur les machines. On va également regarder, on a aussi des utilisateurs qui ont été logués. Et donc ça nous permet de comprendre le rôle des machines, mais aussi l'évolution de ces rôles-là. Ce que j'aime bien expliquer, par exemple, c'est si vous avez une nouvelle machine et tout à coup elle se met à faire des choses assez similaires à ce que ferait un contrôleur de domaine avec du Mimikatz justement qui permettrait de récupérer des bases de credentials, etc.
eh bien, on verrait, grâce à cette détection automatique, on verrait le changement de rôle d'une machine, par exemple, qui pourrait nous mettre, un indicateur supplémentaire, comme quoi cette machine, il y a quelque chose de bizarre qui se passe sur la machine. On va retrouver aussi l'ensemble des descriptions. Et c'est vrai que c'est assez pratique parce que, alors même au préalable, là, on aurait pu cliquer aussi sur l'ensemble des descriptions tout à l'heure quand on regardait les déclarations de compromission. Ici, uniquement en passant dessus, on va regarder le descriptif de chacune des descriptions. C'est intéressant de voir par exemple qu'on a ici qu'on a utilisé du SMBV1. On verra tout à l'heure un peu plus tard que le SMBV1 est vraiment à bannir sur les réseaux. Et c'est ce qui a été utilisé ici pour pouvoir utiliser la vulnérabilité Eternal Blue. Donc on va retrouver les descriptions des différentes menaces, d'accord? Et autre chose qui va nous intéresser, c'est d'avoir l'évidence. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir pourquoi est-ce que cette machine-là a été détectée. Et là, c'est intéressant par rapport aux solutions traditionnelles, puisqu'on va venir vous montrer vraiment la signature qui a été, dans notre cas ici, c'est une signature qui a été triguée. C'est la signature qui nous a permis en fait de détecter en fait ce type de malware là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne cache rien. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que nous avons, vous pouvez premièrement l'envoyer. Donc on verra, comme le disait tout à l'heure Eric, on peut tout envoyer en JSON. Hein. Mais vous pouvez transmettre ça par exemple à une partie tierce pour faire d'autres analyses. Donc on retrouve l'offender, bien évidemment, donc l'attaquant. On va retrouver aussi l'user agent. On va retrouver l'accès qu'a pu faire en fait l'attaquant. Mais surtout, on va aussi être en mesure de regarder la réponse, qui est ici une réponse de 100 qui nous permet de dire effectivement, cette attaque a bien été menée. Et donc, c'est vraiment une menace qui a été faite et qui a été avérée. Donc, on retrouve également aussi ce qu'on appelle les event streams, qui sont des événements en fait qui sont reliés en fait à ces détections là, et ça c'est intéressant parce que on peut, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois l'envoyer sur un SIEM ou à une third party. Alors la question que j'ai généralement très souvent, c'est très bien, on voit l'évidence, donc on a compris en partant de l'Operational Center que on a des déclarations de compromission, on sait qu'on est sur la dernière action et objectif au niveau de la kill chain. On voit quels sont les assets qui sont impactés, c'est très bien. On voit l'évidence, d'accord, parce que ça c'est quelque chose qui nous permet qui parle beaucoup aux analystes et qu'ils apprécient beaucoup. Maintenant la question qu'on a, c'est est-ce qu'on veut avoir plus d'informations sur cette machine là. Et pour ça on va tout simplement cliquer sur la machine en elle-même, et en partant de là, eh bien on va retrouver alors cette notion de rôle qui est vraiment importante au niveau de la machine qu'on fait de manière automatique. Mais surtout, on va retrouver aussi donc l'ensemble des menaces et également l'ensemble des signatures qui ont été triguées. Et cette notion de sightings dont j'ai pas encore parlé. Alors, c'est vraiment intéressant cette notion de sightings, parce que le sighting, ce sont des événements qui se produisent donc sur cette machine-là, en l'occurrence, que j'ai choisi, qui est la 5.5. Et ce sont des événements qu'on n'avait jamais vus au préalable. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet de donner du contexte et de voir qu'effectivement il y a des communications, des types de communications qu'on n'avait jamais vues, et ça peut être quelque chose de malicieux. On va aussi faire du beaconing, qui va être la capacité en fait à détecter des communications qui ont lieu de manière très régulière et très fréquente, et qui sont très souvent liées aussi qui peuvent être liées à des bots ou à des command and control. Donc on a aussi cette capacité à détecter des choses malicieuses grâce au beaconing, et même lorsque le flux est crypté, c'est très efficace. Donc quand on regarde ici à droite, donc on a bien évidemment le host profile, donc avec plus de 10 services qui tournent sur cette machine-là. Mais quand on regarde le spectre de la détection, eh bien on voit qu'on a quand même plus de 30 signatures, 21 sightings, donc 21 choses nouvelles qu'on voit arriver sur le réseau qu'on n'avait pas vu. On voit également 17 beacons, donc du beaconing, donc des communications fréquentes à hauteur de 17 ici. Donc clairement cette machine a quelque chose qui est problématique. Et on va avoir la capacité de regarder l'ensemble des services qui tournent. Donc ça aussi c'est très pratique, encore une fois on n'a pas d'agent. Si par exemple tout à coup je m'aperçois que j'ai de l'Apache sur cette machine là, eh bien
alors que c'est un client, il n'est pas censé faire serveur web, et bien on le voit de suite. D'accord? Donc ça c'est intéressant aussi. Ce qu'on voit, on voit aussi la partie HTTP agent, donc on est capable également aussi de voir la partie TLS. D'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est surtout le JA3, qui est un fingerprint et qui nous permet de détecter par exemple des malwares qui essaient de se faire passer par exemple pour des communications des browsers. Tout à fait à droite, vous allez retrouver la timeline. Et donc dans cette timeline, vous avez, si vous remarquez, la première chose qu'on voit de manière colorée, ce sont les menaces. Donc ici, on voit qu'on a été infecté par Eternal Blue, on a l'horaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est passé, voyez, on est passé sur une phase d'exploitation à cause d'Eternal Blue. Si on regarde un peu plus loin, on voit que à cause de TrickBot, eh bien maintenant on est passé en command and control. Et toujours du fait de TrickBot, eh bien on est passé en phase finale qui est les actions objectives. Donc on voit comment est-ce que cette machine-là a progressé au niveau de la kill chain. Et alors non seulement on vient vous montrer bien évidemment les détections qui ont été faites, mais surtout on vient rajouter en fait du contexte. Et là vous voyez un ensemble de choses qui ont été faites. Notamment par exemple on voit une nouvelle machine, new hostname seen par exemple. Et ça c'est très intéressant parce que le fait de rattacher ces événements-là nous permet d'avoir du contexte et de mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on est arrivé par exemple à Eternal Blue. Si on regarde juste après la phase de command and control, ici on voit qu'on a new HTTP agent host seen, d'accord, et en plus c'est du test. Donc clairement c'est quelque chose de très bizarre ici, hein. Et grâce à ces informations qui sont remontées, eh bien, ça nous permet d'avoir du contexte supplémentaire. Ceci dit, donc, vous voyez que la navigation elle est vraiment facile et aisée au travers de la console, hein. Donc on a commencé par regarder la partie Operational Center. On a ensuite fait un drill down, un focus sur les machines qui sont impactées. On a regardé les évidences, on a regardé le profiling des machines. Maintenant, la question qui se pose, c'est ok, on a 2 machines qui ont été infectées, mais on aimerait savoir comment tout ça a commencé. Donc, si on clique sur la timeline, et ça, c'est vraiment super parce que ça va permettre de faire une corrélation de l'ensemble des attaques qui ont été vues. Donc, c'est un travail qui est assez compliqué à faire par les analyses généralement et qu'on fait de manière automatique au travers de la solution Stamus. Et la première chose qu'on voit, c'est les 2 machines ici, la 101 et la 55. Et ce qu'on remarque, c'est que la première chose qui apparaît, c'est ce petit point vert ici. Puisqu'en fait, ici, l'utilisateur a cliqué sur un fichier qui est malicieux. Et aussitôt qu'il a cliqué sur le fichier malicieux, eh bien, on se retrouve avec EarnSniff, la menace EarnSniff sur le poste. Et vous voyez qu'on est passé de la phase de la kill chain, de la delivery, on est passé en phase de command and control. Et un peu plus tard, vous allez voir qu'on est passé sur les actions et objectifs. Donc toujours sur cette machine-là, donc on a été infecté par EarnSniff, on a été infecté par TrickBot, et derrière on voit qu'on a aussi du ISD-ID qui a été utilisé. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que comment est-ce qu'on est passé de la machine 101 à la machine 5.5. Eh bien, on a cette animation ici qui est faite et qui nous montre que on a utilisé tout simplement Eternal Blue pour faire du mouvement latéral. C'est là, et on a utilisé notamment du SMBv1 qui est vraiment à bannir, comme je le disais, du réseau. Donc le fait d'avoir utilisé ici de Eternal Blue, ça nous a permis de rebondir et d'infecter en fait la machine 5.5. Et c'est la raison pour laquelle au niveau de la kill chain, alors on va être dans une phase d'abord d'exploitation. Et vous allez, une fois que la menace, une fois que TrickBot aura été bien évidemment installé, vous voyez qu'on est passé sur les actions et les objectifs. Et un peu plus tard, on a utilisé du PowerShell. Donc ça, comme je le disais, c'est vraiment une agrégation d'informations qui est très intéressante, qui nous permet de comprendre d'où vient le patient 0 et de comprendre comment l'attaque a évolué au sein du réseau. Alors bien évidemment, ici, on n'a pas mis de blocage, mais sachez qu'on s'intègre, comme le disait avec Eric, avec des EDR, avec des firewalls, avec la solution également XWAR sur laquelle on a une première version d'intégration et qui permet, et ce que peuvent faire nos clients par exemple, c'est de dire
Moi, aujourd'hui, je vais prendre les déclarations de compromission, typiquement. Donc, lorsque je vais avoir des déclarations de compromission, eh bien, je vais les utiliser pour faire un blocage au niveau de l'EDR. L'EDR, donc la machine interne qui a été impactée, hein, qui a un comportement très malicieux au niveau du réseau, eh bien, je vais être capable de la mettre en quarantaine. D'accord? Ou bien, je vais être capable de prendre l'IP de destination, par exemple, du command and control qu'on a détecté et de venir le bloquer sur le firewall. Ça peut être des exemples. Le beaconing au niveau de l'analytics, on a parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus, mais on en a parlé du beaconing et du sighting, ce qui nous permet aussi de détecter des choses très intéressantes, d'accord? Et donc voilà, juste que vous voyez au niveau du sightings par exemple, donc c'est le sighting, je rappelle ce que c'est vraiment toutes les nouvelles activités qu'on voit arriver sur le réseau. Donc vous voyez qu'on voit beaucoup de choses arriver par exemple sur le contrôleur de domaine 5.5 ici. Donc clairement, c'est parce qu'on a bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent et on a mené des attaques et des activités qui n'avaient jamais été faites. Si on continue la présentation, il y a quelque chose dont j'aimerais passer à présent, c'est toute la partie dashboarding au niveau de la partie hunting. Et c'est quelque chose qui nous est très souvent remonté, c'est-à-dire que les clients apprécient énormément cette interface parce qu'elle permet de faire des recherches, elle permet de filtrer les informations sur n'importe quel type de metadata qui a été détecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et une fois qu'on a créé nos filtres, eh bien, on va avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Donc, pour faire du drill down, ces filtres vont être utilisés pour faire du drill down, avoir plus d'informations au niveau de l'investigation. Ou bien on va pouvoir aussi les utiliser par exemple pour tout simplement supprimer des choses qui ne nous intéressent pas. Je vous donne un exemple, on va prendre, voilà, je m'intéresse à toutes les communications par exemple qui sont avec, je prends n'importe lequel, avec la Thaïlande par exemple. Voilà, je ne suis pas censé avoir des communications avec la Thaïlande, tiens c'est assez curieux que j'en ai d'ailleurs. On va regarder, donc en cliquant dessus, là j'ai positionné mon filtre, et puis une fois que j'ai positionné ce filtre là, vous allez voir que quand je vais descendre, que ce soit au niveau des alertes, des signatures ou bien des hosts, eh bien, je vais avoir ici sur les hosts que les clients qui communiquent par exemple avec la Thaïlande. D'accord? Donc si je reviens sur le dashboard, je peux continuer par exemple à faire mon drill down, à dire ok, ben maintenant je suis intéressé par exemple à tout ce qui utilise par exemple, alors on va continuer, on va dire, prendre un exemple assez sympa. Allez, tous qui vont vers Bangkok par exemple. Donc voilà, donc là j'ai encore restreint mon filtre, d'accord? Et si je regarde les machines, eh bien je me retrouve avec les machines qui vont vers la Thaïlande et qui ont une communication avec Bangkok. Donc bien évidemment, je peux faire beaucoup plus de choses que ça. Je vais pouvoir continuer à creuser. Et par exemple, je peux dire, tiens, ces communications par exemple ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de les voir. Bien, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, je vais pouvoir ici créer une suppression, donc dire voilà, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que ça permet finalement de fine-tuner aussi la solution hein, par rapport à vos besoins. Ou alors, inversement, je peux dire que lorsque j'ai ce type de communication-là, pour moi, c'est critique et je veux pouvoir le voir. Et si j'ai envie de le voir à ce moment-là, bah, je vais le déclarer comme étant des déclarations de compromission. Et donc lorsque j'aurai fait ça, eh bien, lorsque je reviens sur mon Operational Center, à chaque fois que je vais avoir ce type de communication-là, eh bien, ça va s'incrémenter ici et je vais pouvoir analyser et regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je le disais, elle est très puissante. Elle permet vraiment de filtrer sur énormément de choses. Je vais vous donner un autre exemple. On va supposer qu'on est intéressé par exemple sur le trafic. Alors si on a du trafic SMB, très bien. Ici, on a des shares, par exemple. J'ai envie de savoir qui communique avec ce partage de fichiers-là. On va faire un plus. Intéressant. Et donc, on va se retrouver ici directement avec les hosts. Voilà les deux machines qui communiquent avec ce partage de fichiers-là. Et là, encore une fois, je peux regarder, je peux aller voir, je peux avoir le profiling des machines. D'accord? Chose très intéressante aussi, c'est que je peux très bien aller dans la partie alerte. D'accord? Et je vais pouvoir, par exemple, ici, choisir cette alerte qui m'intéresse, à cette heure-là, et voir beaucoup plus d'informations. Typiquement, je vois le payload. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le lire.
autre chose que je peux faire aussi, vous voyez qu'on a beaucoup de choses. La chose sur laquelle j'aimerais vous montrer, c'est sur la partie PCAP. Je peux récupérer, en fait, on fait du PCAP conditionnel, comme l'expliquait Eric. Et dans mon cas ici, je peux aller regarder quel est le fichier qui a été lu, par exemple. Et bien évidemment, hein, je peux rajouter d'autres filtres. Et en rajoutant d'autres filtres, je peux en créer, par exemple, une déclaration de compromission. Hein. Voilà, donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Il y a autre chose qui est extrêmement aussi important que je voulais spécifier avant de terminer la présentation, c'est cette notion d'hygiène, puisqu'en fait on va avoir un ensemble de filtres qui sont déjà prédéfinis, on en a plus de 122, et donc ces filtres-là nous permettent en fait de faire de l'hygiène de la sécurité, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. Par exemple, tout à l'heure je disais qu'il ne fallait pas avoir de SMB-V1. Eh bien, on va être capable de détecter l'ensemble des machines qui communiquent avec du SMB-V1, d'accord, pour pouvoir le reparamétrer ça. Si vous avez par exemple des mots de passe qui circulent en clair, eh bien, on va aussi le détecter. On va détecter quelles sont les machines qui utilisent les différentes applications qu'ils utilisent pour pouvoir aussi le corriger. Des FTP par exemple en clair, alors c'est déjà un protocole en clair, mais du HTTP qui utilise par exemple des posts avec des logins et des mots de passe en clair, aussi on va pouvoir le détecter. Donc tout ce qui va être anomalie au niveau des communications, on va aussi pouvoir les détecter, typiquement du SSH qui tourne sur du port autre que 22. D'accord. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est si je tape TLS ici, dans mon filtre, on va aussi regarder, on va filtrer sur l'ensemble des TLS qui sont utilisés. Donc là, par exemple, si je dis, tiens, je suis intéressé à tout le trafic TLS 1.2, 1.3, je vais voir toutes les machines qui l'utilisent, eh bien, je vais pouvoir le voir. Donc ça, c'est intéressant. J'avais un cas d'usage où il y a un client qui voulait supprimer une certaine version de TLS dans son environnement. Donc il a pu détecter l'ensemble des communications, comme ça, et faire les modifications nécessaires. Donc ça aussi c'est intéressant, et encore une fois, hein, je peux très bien créer en fait, soit dire ben ça m'intéresse pas par exemple de le voir, ou encore une fois c'est quelque chose qui est ça même pour moi, je veux absolument le voir. Donc je vais créer une déclaration de compromission, ou alors je vais le taguer. Le taguer c'est intéressant parce que ça permet de regarder, de taguer qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui m'intéresse pas aussi, et de pouvoir aussi le garder au niveau de l'affichage, et de jouer avec ces différents filtres ici pour pouvoir afficher ou masquer ce qui m'intéresse. De la même sorte qu'on peut afficher uniquement les alertes, hein, parce que je m'intéresse qu'aux alertes, mais également aux sightings, comme on peut le voir ici. Voilà pour la présentation et ce que je voulais vous montrer. Et en conclusion, donc à titre de rappel, rapidement, donc on a commencé par cette notion d'operational center. On a vu qu'on avait des déclarations de compromission, hein, qui étaient sur 2 assets. On a vu que les 2 assets étaient sur la dernière action de la kill chain, action et objectif, pardon. Ensuite, on est passé sur les impacted assets. On a regardé quels sont les assets impactés, quels sont leurs rôles. On a regardé quelles sont les évidences. On a regardé également quels sont le profile de chacune des machines. On a ensuite regardé comment l'attaque s'est propagée. Donc vous voyez que l'outil est extrêmement complet pour comprendre ce qui s'est passé, et pour également aller investiguer, puisqu'on a été ensuite dans la partie dashboarding pour faire des filtres supplémentaires, et on a vu notamment qu'on pouvait créer ses propres déclarations de compromission. On a vu qu'on pouvait aussi tuner la solution de cette façon-là. Alors il y a plusieurs façons, hein, mais je vous en cite qu'une. Et on a aussi la possibilité derrière, bien grâce à ces filtres, d'aller naviguer et de garder ces filtres-là, et d'avoir beaucoup plus d'informations avec du PCAP dont j'ai parlé. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, parfait. Ben, merci Youssef, démo super intéressante. Alors Eric, tu avais quelques slides supplémentaires, je ne sais pas si tu veux les passer, ou on a quelques questions dans le chat, comme tu veux. Eric? Ah, tu es en mute. Alors, on peut prendre les questions du chat à ce moment-là, si on a les questions du chat. Ok, pas de problème. Alors, faut que je remonte.
Alors, première question. Alors, c'est pour toi, Eric ou Youssef. Pouvez-vous expliquer la différence entre une sonde Stamus et une sonde Suricata? Oui, ok, je vais prendre ça, cette partie-là. Donc en fait, une sonde Suricata, donc on va avoir le logiciel open source Suricata qui va être déployé et il va faire une analyse du trafic réseau et sortir des événements JSON, donc des transactions protocolaires et la détection et des alertes de type IDS. Et puis après, ça va être à vous de travailler avec ces données pour enrichir derrière tout ce qui se passe. Et donc, ce qu'on fait au niveau d'une sonde Stamus, c'est qu'on prend, déjà, on a un suricata qui est un peu modifié avec nos propres choses. On a du post-processing qui est en place, qui va enrichir les informations avec pas mal de choses. On a aussi du filtrage, ça c'est très important, puisqu'on va avoir tout un ensemble de mécanismes qu'on n'a pas le temps de décrire dans la démo, mais qui vont permettre de limiter le bruit, notamment, enfin, le nombre d'événements générés par la journalisation, par exemple, des transactions protocolaires. Youssef avait par exemple évoqué tout à l'heure, vous avez montré la partie log DNS. Donc là, les logs DNS en entreprise, c'est extrêmement bruyant. Ça fait beaucoup de volume. Ce qu'on a chez beaucoup de nos clients, c'est qu'ils ont déjà les logs DNS de leur serveur. Et donc, une solution, un des systèmes de filtrage qu'on a parmi beaucoup d'autres, c'est de dire, je ne veux conserver que les logs DNS des serveurs que je ne connais pas. Donc ça permet de conserver les choses qui sont inconnues, d'avoir donc une traçabilité sur les requêtes DNS, sur des DNS tiers, on va dire. Et comme ça vous limite le nombre de terabytes dont vous avez besoin pour le stockage de toutes ces métadonnées. Voilà, donc ce qui se passe, la différence entre les sondes Stamus et les sondes Suricata au niveau des données, c'est ça. Et un des derniers aspects qu'on a au niveau de la différence, c'est que si vous avez des sondes Suricata, vous êtes obligé de les manager, tandis que si vous avez des sondes Stamus, tout est configurable depuis l'interface web. Et ajouter une sonde, généralement, c'est une procédure qui prend 2-3 minutes. Puisqu'il faut juste l'enregistrer sur le manager et ensuite on en prend le contrôle. Et comme on a un système de template pour la gestion des configurations, il suffit de lui associer un template et à ce moment-là, la sonde se retrouve automatiquement configurée. Ok, parfait. Alors, on a une deuxième question. Si nous souhaitons tester Stamus Security Platform dans notre environnement, comment cela se passe-t-il? Y a-t-il un coût associé? Donc, comment ça se passe pour faire un POC? Oui, alors je peux peut-être prendre cette question-là. Donc du coup, donc pour les gens qui sont intéressés pour tester la solution, donc moi en tant qu'avant-vente, eh ben, je vais les accompagner tout simplement sur le POC. Donc on va fournir en fait, on va regarder le périmètre et puis on va fournir en fait, donc à la fois les logiciels et softwares pour la partie management et puis également aussi ce qu'il faut pour la partie sonde. Et puis on va les accompagner en fait. Généralement, une POC dure à peu près entre 3 semaines et un mois. Donc l'objectif, c'est d'être capable de récolter les informations du réseau, de les faire analyser. Bien évidemment, on définit un périmètre. Et en termes de coût, ça coûte, hormis du temps, ça coûte rien, puisqu'en fait, c'est de l'avant-vente. Donc nous, on prend tout ça en charge sur l'accompagnement, en fait, sur tout le test. Et puis on fournit un rapport à la fin du test. Voilà. Donc, il n'y a pas de coût associé à ça. Donc, on est vraiment là pour ça. Alors, je ne vois pas d'autres. Merci Youssef. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Non. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous encore pour votre participation à ce webinaire. J'espère que celui-ci a été intéressant pour vous. De toute façon, on va vous envoyer un email avec un lien pour télécharger la vidéo si vous voulez revoir la vidéo ou la partager avec vos collègues. Donc, n'hésitez pas. Et on vous enverra également une petite documentation sur la solution Stamus Networks. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, merci.